Bonjour à tous, bienvenue sur Business 24 et merci de suivre Ecopresse, votre magazine d'information économique et financière décrypté par des journalistes et experts des questions économiques et financières. Amélioration du climat des affaires en Afrique, quel enjeu? Intégration, pourquoi la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, attire-t-elle tant? Voici les deux sujets qui seront débattus à ce numéro d'Ecopresse. Pour en parler, nous recevons deux journalistes économiques. Francis Taki, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de publication de l'Éléphant déchaîné, un bi-hebdomadaire satirique et d'investigation. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Awia Kwaku, bonjour. Vous êtes journaliste économique à Nord-Sud Quotidien, un quotidien d'information générale ivoirien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, on se retrouve tout à l'heure pour la première partie de cette émission. On se retrouve pour la première partie de cette émission. Les États africains ont réalisé de nombreux progrès en matière d'amélioration du climat des affaires. Le dernier rapport Doing Business de la Banque mondiale le confirme. Selon l'institution de Bretton Woods, les pays de l'Afrique subsaharienne détiennent entre 2005 et 2017 le deuxième meilleur taux de progression vers les standards internationaux, derrière l'Europe et l'Asie centrale, mais devant le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Amérique latine. Alors, Awia Kwaku, quel est l'état des lieux du climat des affaires en Afrique? Le climat des affaires en Afrique, il faut dire que de plus en plus les États africains se sont projetés vers leur développement. Ces États-là ont, pour certains, dans leur point de vue, l'émergence à l'horizon 2020, à l'horizon 2030, 2040, etc. Et pour y arriver, ils sont tous conscients qu'il faut améliorer l'environnement des affaires. Donc, ces dernières années, les États ont fait d'énormes efforts en termes donc, de dématérialisation du monde du circuit administratif, en termes donc de sécurité surtout, sécurité au point de vue social, sécurité, point de vue juridique. Donc d'intenses efforts ont été faits par les États pour rassurer les investisseurs et les amener à venir en Afrique, parce qu'il faut reconnaître que malgré tout cela, l'Afrique ne capte pas encore assez d'investissements internationaux. Alors l'idée, c'est de permettre à plusieurs personnes, aux jeunes entrepreneurs, à tous ceux qui veulent investir, Francis Taki, de pouvoir le faire aisément. Bien sûr, comme Awia vient de dire tout à l'heure, il faut reconnaître qu'il y a eu une certaine amélioration au niveau du climat des affaires en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Cela est dû au fait que le milieu est devenu très concurrentiel. Et aujourd'hui, on ne peut pas s'arc-bouter autour des réformes anciennes pour penser que les investisseurs viendront. Il faut quand même innover, faire en sorte qu'il y ait des réformes assez attrayantes qui puissent permettre aux investisseurs d'être là. Et je pense que c'est cela à la grande joie de la population et des investisseurs qui tapent aux portes de ces pays africains. Alors, le constat qu'on fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gouvernements font cheval de bataille, mais est-ce qu'il fallait peut-être attendre, puisqu'on sent que la Banque mondiale met assez de pression là-dessus, est-ce qu'il fallait attendre forcément la Banque mondiale pour pouvoir faire ces réformes? Parce qu'on constate que les pays africains sont bousculés par la Banque mondiale sur ce sujet, le climat des affaires. Non, ce n'est pas parce que la Banque mondiale pose ça comme une conditionnalité. Ce n'est pas cela qui pousse les États. Les États sont conscients qu'aujourd'hui, pour aller au développement, il faut améliorer l'environnement des affaires. L'environnement des affaires, c'est une question transversale qui va de l'amélioration des infrastructures, en passant par la sécurité, en passant par... C'est l'État même qu'il faut réformer. Parce que pour qu'un investisseur vienne, il faut bien qu'il puisse se sentir rassuré. Il faut que l'investisseur se sente en sécurité. Il faut que l'investisseur puisse, lorsqu'il a en face, il a des problèmes juridiques, il faut que le droit soit dit et qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Il faut que cet investisseur ne soit pas racketté. Donc, vous voyez que c'est une
c'est une question même de modernisation des États. Donc ce n'est pas forcément la Banque mondiale ni les bailleurs de fonds, mais les États savent qu'il faut aujourd'hui aller au développement, il faut attirer non seulement les investisseurs nationaux même, mais étrangers. Pour le faire, il faut pouvoir améliorer puisqu'aujourd'hui, l'administration ne peut pas embaucher tout le monde. Donc évidemment, non seulement l'administration ne peut pas embaucher tout le monde. Par le passé, on voyait que certains de nos frères qui ont l'argent, je vais parler des Africains, ils vont à l'étranger investir. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent rassurés. Ils savent qu'en cas de procès, la justice ne va pas trancher en fonction de telle ou telle personne. Donc, il faut que même nous, nous Africains, pour nous rassurer, pour ceux qui ont les moyens pour investir, il faut bien que l'environnement soit un environnement qui soit conforme aux normes internationales. Et c'est ce que les États essaient de faire, parce que quand vous fixez un objectif d'émergence ou un objectif de développement, et bien évidemment, il faut pouvoir faire des réformes. Alors, je reste avec vous, à Ouiakwafou. On l'évoquait tout à l'heure, les États africains ont fait d'énormes progressions. Alors, qu'est-ce qui explique le fait que durant ces dernières années, ces 5 dernières années, il y a eu des progressions au niveau du classement Doing Business concernant les pays africains? Oui, comme je l'ai dit, aujourd'hui, les États sentent la nécessité de faire des réformes. Les populations même attendent les réformes. Le citoyen ne peut plus accepter de subir le racket. Ça, c'est une des conditionnalités, par exemple, pour l'environnement des affaires. Le citoyen ne peut plus accepter qu'on lui vende 2 terrains. C'est une conditionnalité également de l'amélioration de l'environnement des affaires. Parce que celui qui veut venir investir, il ne va pas acheter un terrain et ce terrain a été vendu à 10 personnes, comme on l'a constaté plusieurs fois en Côte d'Ivoire. Donc l'environnement des affaires, comme il dit, c'est une question transversale. Et tout État, aujourd'hui les États africains ont décidé de se projeter vers de l'avant, les États africains qui ont d'énormes potentialités. On a vu qu'en termes de croissance, ces États-là ont fait des efforts énormes ces dernières années. Et bien évidemment, pour que ces réformes-là puissent continuer et pour que ces réformes puissent atteindre la population, les citoyens lambda, il faut que des réformes soient faites. Et ce sont ces réformes-là que les États essaient de faire. Alors, Francis Taki, progression considérable au niveau des pays africains. On a eu le cas de la Côte d'Ivoire qui, de 2011 à 2014-15, a quand même gagné beaucoup de place. Alors, quels sont les actes forts que l'État a posés pour pouvoir avoir ces résultats? Oui, je crois que, comme on l'a dit de manière générale, en ce qui concerne l'Afrique, le milieu des affaires aujourd'hui connaît une certaine amélioration. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas en reste, dans la mesure où, quand on se réfère à certaines données, à certains rapports, on comprend que beaucoup de choses ont été faites, des choses ont été faites, des choses assez intéressantes. Mais j'ai dit que tout cela est bien, mais je pense que les gouvernants, sinon les tenants du pouvoir, peuvent mieux faire. En 2016, par exemple, il y a eu, selon le rapport du Doing Business OHADA, il y a eu 58 réformes qui ont été identifiées. Et sur les 58 réformes, ce sont des choses, je veux dire, des réformes que l'État de Côte d'Ivoire a décidé d'entreprendre pour permettre à la Côte d'Ivoire d'améliorer son rang. Je veux dire, en 2015, nous étions à la 142e place et nous allons passer, selon les objectifs et les ambitions de notre gouvernement, la Côte d'Ivoire passera en 2020 dans le top 50. Nous sommes encore loin. Voilà, le top 50. Au fait, il faut se fixer des objectifs. Et je pense que c'est tout à fait louable et encourageable. Il faut encourager les tenants du pouvoir dans cette dynamique. Dans cette dynamique, il faut vraiment les encourager. Il faut leur tirer le chapeau. Ce n'est pas évident de quitter à la 142e place pour prétendre en moins de 5 ans atteindre le top 50. Mais je pense que c'est des efforts que les gouvernants veulent faire pour attirer plus d'investisseurs et permettre à la Côte d'Ivoire d'emprunter la route de l'émergence qui nous tient tant à cœur. Il y a eu des améliorations, lesquelles, sur quels critères? Où il y a eu quand même des avancées. Et si nous partons au niveau même de la création des entreprises avec les réformes qui ont eu lieu au niveau du CPC, il y a eu le cadre juridique qui a été amélioré avec la création du tribunal de commerce qui est compétent sur les questions les litiges de commerce et autres. Donc il y a quand même des réformes. Les questions sont réglées avec impartialité? Bon, plus ou moins parce que récemment j'ai assisté à quand même une rencontre des hommes d'affaires où ils disaient qu'il y a eu quand même une certaine amélioration. Mais aucune œuvre humaine n'est parfaite. Nous progressons, nous tendons vers la perfection. Donc, je pense que
beaucoup reste à faire, mais pour ce qui est fait déjà, cela est encouragé. La mise en place même de l'institution est quand même louable. Déjà. À Ouagadougou, au terre, on parle aussi du volet création d'entreprises. La Côte d'Ivoire a beaucoup avancé. Nous faisons partie des 50 meilleurs. Je crois que nous sommes 56e au niveau du monde. Oui, la Côte d'Ivoire fait des efforts pour faciliter la création des entreprises. Par le passé, il y avait toute une procédure contraignante. Aujourd'hui, la situation est allégée. De façon pratique, on peut créer en quelques jours une entreprise en Côte d'Ivoire et ça, c'est au crédit de notre administration. Également, au niveau juridique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec le tribunal du commerce, la Côte d'Ivoire fait un bond qualitatif en avant. Et là encore, on compte aller au-delà du tribunal, aller faire des cours d'appel en matière de commerce. Vous voyez qu'il y a une nécessité pour assainir l'environnement juridique et ça c'est très très important. Au niveau sécurité également, quand on est en 2002, de 2002 en 2010, quand le pays est divisé en deux avec des risques d'attaque à tout moment, on ne peut pas parler d'amélioration de l'environnement des affaires. Aujourd'hui au moins on peut circuler, et puis le racket, il faut le reconnaître également. Oui, nous parlons des obstacles. Le racket a fortement baissé. Également, on pense que beaucoup d'autres choses restent à faire. Beaucoup d'autres choses restent à faire. Il faut qu'il y ait la stabilité politique. Parce que quand on parle d'un investisseur qui vient, il est rassuré. Pour qu'il soit rassuré, il faut qu'il se dise qu'il peut investir sur 20 ans, 30 ans, etc. Il ne faudrait pas qu'il se dise que demain il peut avoir un coup d'État. Donc il y a également cette stabilité politique qui est plus que nécessaire. Et ça, c'était le talent d'Achille africain. Je pense que de plus en plus, tout le monde, tous les citoyens africains ont compris, nos politiques ont compris que c'est par les urnes qu'il faut prendre le pouvoir et c'est le peuple qui doit donner le pouvoir. Autre critère où la Côte d'Ivoire a quand même été bien classée, le règlement de l'insolvabilité. Le règlement de l'insolvabilité, la Côte d'Ivoire a quand même fait des progrès. On parle de création d'entreprises, règlement d'insolvabilité. Par contre, il y a des indicateurs où les choses ne sont pas bien passées. Au niveau, par exemple, de l'obtention de permis de construire, nous faisons partie des 8 mauvais élèves du monde, 190e sur 180. Bien sûr, malgré tous les efforts qui ont été faits en termes d'ACD, arrêté de concession définitive, qui a été mise en place pour faciliter l'obtention d'un document en matière foncière. Il faut reconnaître qu'on vient de loin en matière foncière. On était dans un environnement vraiment qui n'était pas clair et c'était difficile. Mais je pense que c'est pourquoi encore on traîne. Mais beaucoup reste à faire parce qu'il y a trop de conflits fonciers, il y a trop de conflits liés à la terre, liés au problème foncier. Et donc quelqu'un qui vient injecter son argent, comprenez aisément, qui ne peut pas venir payer un terrain et puis demain on va dire que le terrain appartient à X ou à Paul. Donc à ce niveau également, d'autres réformes sont en cours et on espère qu'avec la nouvelle administration, on espère bien sûr. Au niveau du ministère de la Construction, le ministre Isaac D. Voilà, on espère qu'avec la dématérialisation des actes, il faut arriver à éviter qu'il y ait une invention dans notre système. C'est souvent cela qui plombe notre marche. Il faut que les citoyens arrivent à remplir des formalités, c'est trop d'intervention. Et lorsqu'on va y arriver, lorsque on peut le faire aisément et en un temps, la durée encore, même pour l'ACD, la durée encore longue, lorsqu'on a réussi à réduire les délais, en ce moment-là, on va devenir un pays moderne, on va attirer davantage encore les investisseurs. Francis Taki, la plaie au niveau de la Côte d'Ivoire demeure le critère, l'indicateur obtention de permis de conduire. Nous avons perdu 2 places, 190e sur 190. Ce n'est pas bon. Voilà. C'est tout à fait regrettable. Mais je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, beaucoup reste à faire. Et concernant la question, en ce qui concerne le ministère de la Construction, aujourd'hui, avec la création du guichet unique et aussi de l'agence de gestion des terrains industriels, je crois que c'est des avancées quand même qu'il faut noter. Cela n'empêche pas qu'on blâme ce qui n'est pas bon. À ce niveau-là, on a quand même régressé. Mais une nouvelle réforme en vue avec le nettoyage que
le nouveau ministre est en train de faire au niveau du ministère de la Construction et de l'Urbanisme, du logement. Je crois que ce sont des choses de nature à permettre à ce secteur de connaître un essor et d'être plus limpide. Mais je pense que les gens se sont bourgeoisés quand même, ils se sont donné certaines habitudes au niveau du ministère de la Construction, qui fait de sorte que le démantèlement de ce réseau pose quand même assez de problèmes. Tout à l'heure, mon confrère l'a dit, on vient quand même de loin. Et au niveau de la question foncière, beaucoup reste à faire, que ce soit au niveau urbain, au niveau industriel, comme au niveau rural. Alors, autre indicateur où la Côte d'Ivoire n'a pas réalisé un bon résultat, au niveau de la fiscalité, paiement des taxes et impôts, nous sommes 175e sur 190 pays, donc parmi les 15 mauvais pays. Oui, je crois que c'est un indicateur qui n'est pas assez intéressant. À ce niveau, je crois qu'il faut revenir encore à la culture, à la culture fiscale. Il faut inculquer à l'Ivoirien la notion du fisc et le fait qu'il doit en principe lui-même comprendre qu'il doit payer ses impôts. Nous sommes dans un système déclaratif. Il y a aussi ça. Parce que la fiscalité n'est pas puissante, on le dit toujours. Les chefs d'entreprise, le président de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, Jean Kakou Diago, disait qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Mais bien sûr, la question de la pression fiscale est énorme et elle est réelle. Elle est réelle. Il ne faudrait pas occulter cela. Elle est réelle, elle est énorme. Donc je pense qu'à ce niveau, les industriels, sinon les chefs d'entreprise et le patronat n'a pas tort de révéler cela. Mais comme je l'ai dit tantôt, nous sommes dans un système déclaratif. Ce qui fait de sorte que l'individu lui-même se lève pour aller dire voilà ce que j'ai, tant. Et le temps de vérifier tout ça, c'est quand même un peu compliqué. Et après, quand il y a des redressements, ça pose problème. Des graissements dedans. Cela aussi dénote de l'honnêteté aussi des chefs d'entreprise. Et voilà, des chefs d'entreprise. Parce que si vous ne déclarez pas tout pour qu'on puisse réellement vous imposer, mais que vous faites du dol, mais quand on découvre qu'il n'y a rien à faire, on va passer à un certain redressement. Donc je crois que même s'il y a la pression fiscale, il faut reconnaître aussi les efforts du gouvernement à un moment donné. En tout cas, avec Kakou, l'État tire ses ressources de matières des contribuables. Mais il faut aussi régler cette question de la fiscalité, puisque cela attire aussi les entreprises. Hein. Tout à fait. Mais il faut reconnaître qu'en Côte d'Ivoire, le problème au niveau de la fiscalité est simple. Hein, c'est qu'il y a un petit nombre qui paye et le grand nombre reste encore dans l'informel. Donc ce petit nombre qui paye trop. Ce petit nombre qui paye a l'impression de trop payer et a l'impression d'être surtaxé. Et cela contribue bien sûr à tout ce qu'on sait. Et parce que également, ceux qui sont dans l'informel se disent qu'ils n'ont pas encore les moyens de payer l'impôt et au fur et à temps, on ne met pas un système en place pour pouvoir les capter. Au contraire, on fait en sorte que les gens fuient, en tout cas, ils ne viennent pas pour payer leurs impôts. Donc, le combat réel doit être l'élargissement de l'assiette fiscale. Il faut plutôt qu'un grand nombre puisse payer, de sorte à ce que plus un grand nombre paye, plus on paye peu. Mais on voit que beaucoup restent dans l'informel, ils ne payent pas. Le peu qui est d'être dans la légalité subit une forte taxation et ça se ressent sur le coût de la vie. Nous faisons partie des pays où le coût de la vie est le plus élevé. Ça, ce n'est même pas moi qui le dis, c'est un ministre de la République qui l'a dit. Abidjan est l'une des villes les plus chères au monde. Jean-Luc Bion l'a plusieurs fois répété ici. Donc, c'est une interpellation. Chaque année, vous voyez que les impôts continuent de dire oui, on a eu tel nombre, on a engrangé tel montant. Mais au prix de quel sacrifice? Combien de jeunes entreprises ferment parce qu'elles se sentent harcelées par les impôts? C'est une problématique réelle qu'il faut poser, loin des débats politiques, parce qu'il s'agit d'une question d'emploi. Des jeunes entrepreneurs sont obligés d'abandonner leur projet parce que ces jeunes entrepreneurs se sentent harcelés par les impôts. C'est aussi réel. Hein? On a indiqué tout à l'heure plusieurs jeunes entreprises créent leur société, mais combien survivent après 2 ans?
C'est aussi un fait. Alors, on va juste aussi échanger sur des indicateurs, le raccordement à l'électricité. Un mot, Francis Taki, des avancées quand même en Côte d'Ivoire au niveau du raccordement à l'électricité. Oui, il y a eu quand même quelques avancées. Mais je pense que beaucoup reste à faire pour... il faut quand même dématérialiser tout ça et aussi faire en sorte que le coût de l'abonnement et du raccordement ne soit pas aussi élevé. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de villages qui sont raccordés au réseau électrique. Mais à constater de près, quand vous allez dans le pays profond, vous comprenez que beaucoup de familles n'ont pas de compteurs. Donc vous comprenez que même s'il y a un raccordement, il se pose un problème aussi de la consommation. Donc faire en sorte que les gens puissent avoir des compteurs, puissent s'abonner. Et je crois que ça peut diminuer la fraude au niveau de l'électricité, qui est quand même un manque à gagner, et que ce soit pour la société ivoirienne, la compagnie ivoirienne d'électricité, et aussi pour l'État de Côte d'Ivoire. Oui, ce qui est le niveau des quartiers d'Abidjan. Autre indicateur, l'obtention de prêts, quand même des avancées en Côte d'Ivoire. L'obtention de financement, ça reste encore une des plaies de notre système. Peu de financement pour les PME. Les PME n'ont pas accès au financement bancaire. L'individu lambda n'a pas accès à un financement bancaire. Vous voyez que aujourd'hui, le boom du secteur de la téléphonie, du secteur du mobile banking, c'est dû à quoi? Dû au fait que c'est facile, tout le monde avec son téléphone peut avoir un compte. Mais dans la réalité, combien d'Ivoiriens, combien de personnes ont encore un compte bancaire? À ce niveau, nous sommes à la traîne. Parce que encore notre système est lourd, parce que encore nous sommes, pour pouvoir avoir un prêt, il faut vraiment, il faut se lever, comme on le dit, il y a trop de garanties à demander, il n'y a pas un système flexible, adapté aux PME. On se dit que on est toujours dans nos anciens systèmes où il faut avoir telle garantie, il faut avoir ceci, et bon, au finish, les individus continuent d'être, les PME, aussi bien les PME que les personnes physiques continuent de s'éloigner des banques. Ce qui est vraiment un frein. Ce qui est un frein également pour notre développement. À ce niveau, il n'y a pas eu d'avancée. Il n'y a pas eu d'avancée notable. Il faut le dire. Il n'y a pas eu d'avancée notable. Malgré l'engagement des banques et autres. Oui, mais il y a trop de barrières. Il y a trop de barrières. Il faut trouver... il faut trouver un aval. C'est compliqué. C'est compliqué pour les petites et moyennes entreprises d'avoir accès, je vais dire, au crédit. D'avoir accès au crédit. C'est quand même compliqué. Alors que, bon, sous d'autres cieux, par exemple en Europe, c'est quand même plus facile. C'est quand même plus facile. Du moment où vous présentez un projet bancable, il n'y a rien à faire. Vous avez 80 ou 90% d'avoir un financement. Ici, vous avez en deçà de la moyenne. Vous avez en deçà de la moyenne. Et je pense que c'est encore le système bancaire aujourd'hui se comporte. Sinon, nos banques se comportent encore comme des caisses d'épargne, sinon oui, que plutôt des acteurs qui devaient impulser, sinon donner une certaine dynamique aux PME. Le président Ouattara, on l'a dit ici, le disait un jour qu'il faut que le crédit irrigue l'économie comme le sang humain irrigue le corps de l'homme. Il faut le faire, absolument. Les initiatives sont lancées, hein. Il y a plein de plateformes qui sont lancées pour booster les financements, mais la réalité est que les PME, notamment, sont loin d'atteindre leurs objectifs en matière de financement de l'économie. C'est vrai que au niveau des grandes structures, le problème ne se pose pas, mais une économie ne se développe qu'avec les PME. Ce sont ces PME-là qui créent de l'emploi. Or, ces PME n'ont pas accès au financement. Ces PME sont encore loin d'avoir le financement. C'est vrai que les banques, les financiers disent que les PME ne sont pas professionnels, les PME ne sont pas organisés, mais qu'est-ce qu'il faut? Quelle politique mettre en place? Quelle stratégie? Des propositions ont été faites. Il faut créer un fonds de garantie pour que les PME puissent bénéficier de financement. Mais ces fonds n'ont jamais vu le jour. On continue toujours de parler, on continue toujours de faire des propositions pertinentes autour des grands forums, mais la pratique, c'est que plein de jeunes qui essaient d'initier meurent parce qu'ils n'ont pas de financement, parce qu'il n'y a personne pour les aider. Alors Francis Taki, on va peut-être terminer ce sujet-là à travers cette question. En Afrique, on a des exemples. Des pays sont cités, l'île Maurice, le Rwanda et le Botswana. Alors, comment tirer profit de ces exemples-là? C'est tout à fait normal. Il faut s'imprégner de leurs expériences. Tout à fait simple.
Voilà, s'il y a eu réussite ailleurs, ça veut dire que si nous imprégnons de ces expériences-là, nous pouvons réaliser aussi des réussites et même faire mieux qu'eux. Donc à ce niveau, il n'y a pas à rechercher loin. Il faut s'imprégner de leur expérience et prendre ce qui est considéré comme des avancées chez eux et implémenter ça chez nous et permettre à ce que ces expériences, on puisse mutualiser toutes les forces, toutes les expériences et on pourra aller de l'avant. Hein. Il faut une volonté politique réelle. En matière économique, il n'y a pas de hasard. Tous les succès qui ont été enregistrés ont été pensés et ont été mis en œuvre. Il faut donc créer ici, en Côte d'Ivoire, il y a eu plusieurs propositions, comme je le disais tout à l'heure, qui ont été faites pour mettre en place un fonds de garantie pour les PME et pour que les PME puissent avoir accès au financement bancaire. Ce fonds, maintes fois répété, est loin d'être une réalité. Même au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières, il y a eu aussi le projet du troisième compartiment dédié aux PME qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore vu le jour. Il y a des bonnes intentions, mais la réalité c'est que rien n'est pour le moment mis en œuvre pour que les PME, et quand je parle de PME, je ne parle pas seulement de la capitale économique. Les PME, c'est également dans nos villages, dans nos sous-préfectures, etc. Où il y a des jeunes qui essaient d'initier. Il faut les aider. Et ça manque. L'encadrement manque. C'est vrai que la CGC, par exemple, encadre quelques jeunes. C'est vrai que telle organisation patronale encadre quelques jeunes. C'est vrai. Mais la réalité, c'est que c'est marginal. Il faut faire en sorte que le grand nombre de structures puissent bénéficier de financement. C'est à ce prix qu'on pourra créer de l'emploi, c'est à ce prix qu'on pourra véritablement prendre notre envol. Alors, je pense qu'on a le temps pour consacrer, n'est-ce pas, à la première partie de cette émission, donc est entamée. Alors, on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie de cette émission. Alors, nous abordons la seconde partie de cette émission. Après la demande du royaume chérifien d'intégrer la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, comme membre à part entière, 3 autres pays, la Tunisie, le Tchad et la Mauritanie, n'est-ce pas, frappent à la porte de l'instance sous-régionale ouest africaine. Alors, on se demande, Francis Taki, pourquoi la CEDEAO fait-elle concourir? Justement parce que la CEDEAO, qui est l'espace économique communautaire, se porte mieux, se porte bien, avec une population de près de 320 millions d'habitants et la population la plus jeune au monde. Vous comprenez que c'est un espace qui est convoité et que c'est un véritable marché pour les industriels, pour les opérateurs économiques. Et la libre circulation est une réalité qui n'est pas à nier ici dans l'espace communautaire. Et deuxièmement, avec les réformes qui ont lieu dans ces pays que nous venons d'aborder tout à l'heure au niveau africain, au niveau de la CEDEAO, il y a eu quand même des avancées dans chacun des pays membres. Donc le royaume chérifien et les autres ne viennent pas en tant que spectateurs, ils viennent simplement pour booster leurs affaires, pour permettre à leur économie de bénéficier de certains avantages d'un cadre juridique qui vous permet de mieux faire les affaires quand vous êtes membre. Voilà. Donc je crois que c'est tout ça qui fait de sorte qu'aujourd'hui tous ces États sont en train de frapper à la porte de la CEDEAO. Abia Kouakou, c'était le Maroc il y a un temps. Aujourd'hui, on parle du Tchad et de la Mauritanie. La Mauritanie qui s'était déjà retirée. La Mauritanie donc veut revenir. Alors, on a des atouts au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Oui, évidemment. La Mauritanie qui s'est retirée au début des années 2000 a vu qu'aujourd'hui, on ne peut se développer que dans les ensembles. Aussi bien en Afrique, en Asie ou en Europe, ce sont les ensembles qui marchent. Donc, c'est normal qu'un pays comme le Maroc, qui aujourd'hui veut s'imposer comme une puissance, compte tenu du fait que ce pays a beaucoup de ressources, c'est normal que ce pays cherche des marchés. Et l'Afrique ouest africaine, la CEDEAO, l'espace CEDEAO, qui regroupe quand même un grand nombre plus de 15, aujourd'hui 15 États qui a plus de 300 millions d'habitants, c'est normal. Le grand Nigeria. Avec le géant Nigeria et surtout avec un taux de croissance
qui n'est pas négligeable, très considérable en Afrique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un espace qu'il faut conquérir. Et c'est donc à bon droit que ces pays-là s'intéressent à cet espace-là. C'est vrai qu'il reste encore beaucoup à faire. C'est vrai. Là, je ne suis pas d'accord avec le confrère quand il parle de libre circulation des biens et des personnes. Sur papier, la libre circulation est une réalité, mais dans la pratique encore, il y a des obstacles. Il y a trop d'obstacles pour que les gens circulent. Toutes les études ont montré que chacun reste encore sur sa souveraineté. Il y a le racket qui se voit aux différentes frontières. Donc, il y a beaucoup à faire. Mais l'espace, point de vue population, point de vue besoin en termes d'investissement, est énorme. Et donc, il faut pouvoir le conquérir. Il y a une chose à souligner où je reste avec vous, c'est que la Mauritanie s'était retirée parce que la Mauritanie avait le désir d'intégrer l'UMA, qui est l'Union du Maghreb, et ça n'a pas marché. Voilà, donc il est intéressant pour ces pays-là d'être en ensemble pour pouvoir peut-être développer les affaires. Bien sûr, au début des années 2000, avec le président Ould Taya, la Mauritanie s'est retirée, mais ce pays s'est rendu compte que il faut d'abord, il est important pour aller de l'avant, pour se développer, il faut un commerce autour de soi, avec les pays qui sont voisins. Et si vous ne le faites pas, comment est-ce que vous pouvez aller de l'avant? Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la Mauritanie a compris que ça sera vraiment bien pour ce pays-là d'intensifier son commerce intra-régional avec tous les pays de la CEDEAO. Et cet espace-là, comme je l'ai dit, on a un géant en termes de population, le Nigeria. Si vous avez une entreprise qui arrive à conquérir cet espace, vous voyez que c'est déjà un atout non négligeable. Donc, je pense que pour aller de l'avant, pour se développer, il faut rechercher des espaces fiables. Et aujourd'hui, il y a un minimum de sécurité dans cet espace. C'est vrai qu'avec la résurgence du terrorisme avec Boko Haram, ça donne un peu du grain à moudre à ceux qui pensent que beaucoup reste à faire. Mais, point de vue population, il y a des acquis au niveau de la démocratie, on va y revenir. Alors, ok, Francis Taki, le Maroc avait déjà souhaité venir intégrer la zone lors du sommet des chefs d'État il n'y a pas longtemps au Libéria. Dans l'esprit, l'entrée du Maroc a été acceptée. Oui. Tout comme la Tunisie a été admise comme membre observateur. Oui. Mais ce qu'il faut noter, vous avez évoqué tout à l'heure la question de l'Union du Maghreb. La Mauritanie s'est retirée en voulant, sinon, parce qu'elle convoitait, sinon elle voulait intégrer, elle voulait faire partie de l'Union du Maghreb. Mais on a vu avec la chute de Mouammar Kadhafi en Libye, parce que l'Union du Maghreb, l'Union du Maghreb, c'est l'ensemble de 4 ou 5 pays, si mes notes sont bonnes, 4 ou 5 pays, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, la Libye et la Mauritanie, donc 5 pays. Et donc, quand nous connaissons le poids économique de la Libye dans ces 5 pays, et avec la chute de Mouammar Kadhafi, et aussi le fait qu'aujourd'hui la Libye est presque un non-État, vous comprenez que cette union-là ne peut pas avoir la même dynamique comme avant. Le printemps arabe a aussi participé En effet. Mais, oui, en effet, mais ça n'a pas permis, ça n'a pas empêché la Tunisie de résister, contrairement à la Libye, qui avait quand même une économie assez forte, qui aujourd'hui est presque un non-État. Voilà. Donc, l'un dans l'autre, vous comprenez que ces pays-là ayant échoué de l'autre côté, ne pouvant pas rester comme ça. Et aussi, il faut noter la rivalité entre l'Algérie et le Maroc. Oui, voilà. Et ces pays ayant échoué, ils se ravisent sur l'espace le plus proche et aussi le plus dynamique, qui est la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et quand vous avez un géant aussi comme le Nigeria, qui à lui seul pèse 75% du produit intérieur brut régional, vous comprenez que les États ne vont pas se faire prier pour venir
parce qu'il y a du potentiel, il y a matière à s'implanter, il y a matière à faire prospérer ses affaires, et c'est un marché qu'il ne faudrait pas laisser. Et tout homme d'affaires, tout État soucieux de rendre son économie dynamique ne va pas cracher sur cette aubaine. Voilà. Comme élément d'attractivité aussi, on parle du TEC, tarif extérieur commun, qui pourrait arranger ces pays qui souhaitent intégrer cette Justement, c'est ce qui me permettait de dire tantôt que le cadre juridique et aussi les réformes qui ont eu lieu dans l'espace sont des réformes qui permettent à ces États-là de pouvoir s'épanouir. Et ça les attire plus. Ça les attire plus. C'est en ce sens-là que je disais que le cadre juridique, et je parlais aussi de la libre circulation, même si ce n'est pas encore une réalité en tant que telle, mais aujourd'hui, il faut louer quand même ces avancées, avec le passeport unique régional qui est mis en place, avec un certain nombre de choses, comparativement avant, où il y avait la carte de séjour, il y avait un certain nombre de choses qu'il fallait faire. Comparativement à d'autres zones, l'Afrique centrale et autres. Voilà, c'est un processus, mais c'est un processus au plan des tests et du cadre juridique, il y a eu quand même des avancées, mais la population ne ressent pas elle-même ces avancées pour le moment, mais je pense qu'au fil des ans, avec le déroulement du rouleau compresseur, on comprendra que beaucoup de choses ont été faites et il y a des avancées notables au niveau de la circulation des biens des personnes et au niveau du cadre juridique même de la CEDEAO et du climat des affaires dans l'espace CEDEAO. Alors, Awia Kwaku, on l'évoquait tantôt, il y a des atouts au niveau économique, mais bien évidemment, on a aussi des atouts au niveau politique. Vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a une certaine stabilité au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a de la démocratie au Bénin, au Mali, un peu partout. Et récemment, le Ghana et la Gambie ont donné l'exemple de ça aussi. Bien sûr, ces États-là, le Ghana notamment, est un exemple en matière de démocratie. Il y a le Bénin qui est également un exemple en matière de démocratie. Il y a où des présidents même échouent aux élections et pas. Tout à fait. Il y a le Nigeria également où au niveau de l'élection ne se passe pas si mal que ça. La Côte d'Ivoire qui essaie de faire des efforts. Pas encore de transition, démocratique claire. Donc on attend. Qui essaie de faire des efforts. Donc il faut dire que le processus est lancé. Et puis, mais surtout ce que je voulais qu'on remarque, c'est que c'est des zones qui ont besoin d'investissement direct étranger, où le taux d'investissement direct étranger est encore marginal. Très faible. C'est faible. Donc, ces territoires-là ont besoin, ils attendent toujours des investisseurs. Et le Maroc, qui aujourd'hui a des ressources, trouve comme un Eldorado ces pays-là où il vient s'implanter pour pouvoir montrer la puissance de son économie. On voit en Côte d'Ivoire la poussée des entreprises marocaines dans la cimenterie, dans l'hôtellerie, dans plusieurs secteurs. Et c'est cela qui attire ces pays-là. Et il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, il y a également le Mali, il y a la crise qui a eu lieu. Le Maroc s'intéressait beaucoup à ce pays. Le Maroc y a beaucoup investi. Donc, il y a un besoin d'investissement dans nos États. Et ce besoin, vous voyez qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a le cacao, mais dont le taux de transformation est faible, on a la noix de cajou, taux de transformation faible, on est un grand pays producteur d'EVA, grand producteur de palmiers à huile, on a beaucoup d'atouts et on attend que des gens viennent pour nous aider à transformer, à nous aider à transformer de façon structurelle notre économie. Donc, ces pays-là, ce pays notamment, le Maroc qui a des ressources, a flairé le coup et a commencé à déployer son économie dans la sous-région. Et puis, depuis quelques années, le Maroc même est déjà très actif au niveau de l'Afrique de l'Ouest. En 2015, c'était le premier investisseur de la Côte d'Ivoire et il y a eu quand même des investissements considérables au niveau du Nigeria et autres. Le Maroc avait déjà un pied en Afrique de l'Ouest, comme dit certains. Bien sûr, comme il le dit, parce que l'espace, l'environnement est favorable. Et quand l'environnement est favorable, il faut en profiter. Un État ne montre sa puissance qu'à travers ses entreprises. Vous voyez que même le géant chinois ne reste pas en Chine, malgré sa population importante, cherche à croître ses investissements en Afrique de 5%, veut passer à 20%. Donc vous voyez que même si ces États qui sont si puissants, qui ont une grande population,
se déploie dans d'autres continents. Ce n'est pas un pays comme le Maroc, ce petit royaume-là qui va rester confiné dans son espace, alors qu'il a la possibilité de booster un environnement qui est proche, qui lui est favorable et où il peut déployer beaucoup d'entreprises. Donc, l'environnement économique étant favorable, la stabilité revenant un peu dans notre sous-région, je pense que ça attire évidemment les investisseurs, donc le Maroc. Alors, Francis Taki, le rhum chérifien a déjà été accepté dans l'esprit. Ça sera fait définitivement dans quelques années. Alors, certains craignent que le Maroc, qui a une économie plus structurée que les économies déjà existantes au niveau de l'Afrique de l'Ouest, que ce pays-là vienne peut-être écraser au niveau des entreprises, nos jeunes entreprises ici. Que dites-vous? Opportunité ou menace pour les pays de la zone? Les deux en même temps. Mais il faut comprendre qu'il n'y a pas de philanthropie en matière économique, en matière d'affaires. Hein. Si le Maroc se déploie de manière, je vais dire, à un rythme assez exponentiel ici en Afrique de l'Ouest, il faut comprendre que c'est parce qu'il y a matière. Il y a matière à prendre, il y a des ressources à capter, il y a quand même, comme Aouya le disait tout à l'heure, l'espace a besoin d'investissement direct, il y a tout ça. Mais il n'y a pas de philanthropie en affaires. Ils viennent pour gagner. Ils viennent pour gagner. Et c'est nous, à nos États, de mieux structurer les économies, de s'organiser pour ne pas se laisser écraser. Pour ne pas se laisser écraser par le Maroc. Et la Chine se déploie à l'extérieur. Mais cela, avec le nombre que, avec sa population, avec son économie assez dynamique, n'écrase pas, n'absorbe pas les États. Mais ça n'absorbe pas les États de manière, je vais dire, automatique. Non. Les Chinois viennent avec leurs investissements, ils viennent avec leurs entreprises et autres. Et je pense que c'est des échanges. C'est des échanges que les États et la Chine arrivent à faire. Je pense qu'avec le Maroc, ce n'est pas quelque chose à craindre en tant que tel. Mais il faut quand même s'organiser parce que nous sommes sur aujourd'hui un marché très compétitif au plan international. Donc si au plan régional, nous-mêmes, nous n'arrivons pas, quand je parle de nous, je parle de la Côte d'Ivoire, si nous n'arrivons pas à nous imposer en tant que locomotive au niveau régional, nous n'allons pas imaginer que nous allons sortir de la sous-région et être une locomotive au plan africain ou au plan européen, de prendre notre place. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, le Nigeria à lui seul détient 75% du PIB régional. On a le Togo, on a le Sénégal, on a la Côte d'Ivoire, on a le Nigeria, aujourd'hui qui sont considérés comme des locomotives de l'économie au niveau de la sous-région. Le Ghana, voilà. Oui, le Ghana aussi. Voilà. Donc, j'ai cité ceux-là parce que nous sommes francophones, donc je parlais des pays aussi francophones, habitués à citer les pays francophones. Le Ghana aussi a une économie très dynamique. Mais le Maroc vient aussi pour prendre sa place. Donc les autres ne doivent pas croiser les bras et attendre à ce que, bon, le Maroc les absorbe. Non. Très sincèrement, vous voyez des entreprises béninoises, ivoiriennes, nigériennes aller, par exemple, avoir de grands marchés au Maroc? Mais bien sûr, si c'est mieux structuré. Aujourd'hui, on voit, je ne vais pas citer le nom de l'entreprise pour leur faire une certaine publicité, mais on voit une banque ici ivoirienne, en Côte d'Ivoire, qui est en train de déployer ses ailes un peu partout dans la sous-région. Donc pourquoi est-ce que croire qu'une entreprise ivoirienne ne peut pas avoir des parts de marché au Maroc? Non, il faut oser. Ils peuvent même aller au-delà du Maroc. Je le disais tantôt que le monde aujourd'hui est devenu un village planétaire. Les ressources humaines, la technologie que vous aviez par exemple en Chine, vous pouvez avoir, bon, quand je parle de technologie, au plan, bon, technologie tout court, que vous avez en Chine, hein, cette technologie, vous pouvez l'avoir ici, si vous avez les moyens de l'importer. Moi, je souhaite qu'on se retrouve 3 ans, 4 ans, 5 ans après, pour qu'on fasse le bilan. Parce que souvent, quand vous écoutez des chefs d'entreprise au niveau du pays, on vous dit que souvent, ne serait-ce au niveau des échanges, c'est un peu compliqué avec les pays de l'Afrique du Nord. Donc, mais bien sûr, s'ils arrivent ils espèrent rentrer sur le marché sous-régional en tant que membre de la CEDEAO, vous comprendrez que les règles qui régissent les États de la CEDEAO vont s'appliquer à eux. Donc les obstacles vont sauter et le Maroc sera considéré comme un pays de la CEDEAO. Autant les Ivoiriens les entreprises ivoiriennes peuvent prétendre, sinon peuvent vouloir investir au Nigeria, peuvent vouloir investir au Sénégal, peuvent vouloir investir en Guinée, comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure avec cette banque. Mais si le Maroc rentre dans l'espace CEDEAO, mais les règles de l'espace CEDEAO vont s'imposer au Maroc.
Non, je vous l'ai dit qu'il ne faut pas avoir peur des entreprises qui viennent. Nous sommes dans une économie libérale. Et dans une telle économie, ce sont les échanges qui comptent. Il revient à nos entreprises également de chercher des parts de marché. Et que ce soit le Maroc, que le Maroc vienne ou pas, il est clair que l'espace ayant besoin d'investissement, d'autres entreprises viendront. Voilà, donc ce n'est pas cela qui est l'inquiétude. Et même sans l'espace, sans l'instrument CEDEAO, ces pays-là ont des accords bilatéraux avec des États. Le Maroc a beaucoup d'accords bilatéraux avec la Côte d'Ivoire, ce qui peut lui permettre de faire beaucoup d'échanges en nos deux pays. Il revient maintenant à chaque pays de tirer profit. Et c'est ça, c'est à ce niveau-là que nous devons mettre en place une véritable politique pour pouvoir aider nos entreprises à sortir de ce petit espace-là. Parce que tant qu'elles seront confinées dans notre seul espace, tant qu'elles seront confinées sur notre seul territoire, elles ne deviendront jamais de grandes entreprises. Et notre pays également ne pourra pas grandir économiquement. Donc il revient à nos États. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup de missions économiques que chaque pays... Voilà, c'est la diplomatie économique. Et ça, il revient à chaque pays d'utiliser les stratégies pour que ces entreprises puissent aller conquérir des parts de marché autour de nous comme ailleurs, que ce soit en Afrique du Nord et même chez nos voisins immédiats. Donc il faut toujours continuer à créer le cadre pour que nos entreprises puissent émerger. Parce que au Maroc, vous verrez que le Maroc ne vient pas seul. Le Maroc vient avec les atouts du roi. Le Maroc vient avec toute une diplomatie derrière. Le Maroc vient avec des accords derrière. Nous également, en tant que je vais parler de la Côte d'Ivoire comme des autres pays de la sous-région, il revient à ces pays-là de s'organiser, de créer un cadre pour booster leurs entreprises à gagner des parts de marché sur les autres espaces. C'est à cela. C'est lorsque ces pays-là vont parvenir à cela qu'ils pourront créer la richesse, faire en sorte que leurs entreprises grandissent pour que ces pays-là. Est-ce que vous pouvez comparer des entreprises marocaines et ivoiriennes ou béninoises quand on sait que la structure de l'économie n'est pas la même? Là-bas, on a des économies bien structurées. Ici encore, il y a des réformes qui peinent à voir le jour. C'est aussi... Il ne s'agit pas de comparer, mais même quand les multinationales viennent, vous voyez qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, on a pris des textes pour dire qu'une multinationale qui vient doit pouvoir s'appuyer sur une PME pour certains marchés. Vous voyez. Donc, c'est toute une politique pour pouvoir tirer les autres. Nos PME peuvent tirer profit de l'expérience marocaine ou de l'expérience tunisienne ou autre pour pouvoir se développer. Vous voyez que, par exemple, quand on parle de la Tunisie, on parle souvent de la qualité de sa ressource humaine et donc de son expertise en matière de ressources humaines. Donc, on peut toujours tirer profit de l'autre. Comme nous avons, par exemple, les matières premières, qu'est-ce que cette expertise peut nous apporter en termes de transformation? C'est des échanges. Nous sommes dans un environnement libéral où il faut un commerce entre les États pour que nos États puissent se développer. Donc, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Il faut créer au contraire les conditions pour tirer profit de ces échanges afin que nos pays puissent aller de l'avant. Francis Taki, on parlait du Maroc, de la Tunisie, mais il y a un autre pays de l'Afrique subsaharienne, qui est un pays francophone qui appartient à l'espace, la CEMAC, l'Afrique centrale, le Tchad, qui aussi s'est manifesté quant à intégrer la zone ouest africaine. Commentaire? Je crois qu'il n'y a pas de commentaire particulier à faire à ce niveau. C'est un cas quand même. Oui, même si les autres, je vais dire les pays maghrébins se sont cassés la figure au niveau de l'Ouma et qu'ils reviennent aujourd'hui, comme je prends un pays comme la Mauritanie et que les autres l'accompagnent pour revenir dans l'espace CEDEAO, avec le Tchad, il fallait s'y attendre parce que il ne s'agit pas de voir seulement de rapprochement géographique, il y a aussi un certain rapprochement culturel et je veux dire certaines habitudes au-delà même de l'espace géographique qui fait de sorte que ils font de sorte que les pays souvent se sentent mieux dans d'autres espaces que des espaces auxquels ils appartenaient avant.
Si le Tchad décide aujourd'hui de venir dans l'espace CEDEAO, d'abord, il faut comprendre que c'est parce que cet espace-là a une économie assez dynamique. La conditionnalité, le cadre juridique au niveau des affaires est quand même dans une dynamique réformatrice. Il y a tout ça. Donc, il n'y a pas de commentaire particulier à faire à ce niveau. Mais nous ne devons qu'encourager le Tchad à venir dans notre espace. Francis Taki, c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau de la zone CEMAC, il y a quand même quelques difficultés. On en parlait sur ce plateau. Il y a des déficits énormes au niveau du budget et même la monnaie commune de cet espace-là est menacée de dévaluation. Oui, mais à la matière, au niveau de la CEDEAO, quand je parle de ça, je vais parler au niveau des réformes. Nous avons une avance notable sur l'espace CEMAC. Oui, à notre niveau, il n'y a pas de problème. On sait aussi que la difficulté de la zone CEMAC vient du fait que la majorité des pays tirent leurs ressources du produit pétrolier. Et qu'aujourd'hui, le pétrole est en difficulté, voilà. Il n'y a pas que ça. Et puis encore, nous-mêmes, notre zone CEDEAO n'est pas aussi rose qu'on le dit. C'est vrai qu'on a des États qui cherchent à venir, mais il ne faut pas penser que la zone CEDEAO, tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Non, on a beaucoup à faire. On a besoin d'une monnaie commune. On n'arrive pas à s'entendre sur cette monnaie pour que cette zone devienne véritablement une zone économique fiable. Vous voyez. Donc, il y a également beaucoup de barrières à lever en termes de déplacement des biens et des personnes. On a beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, il y a des projets de création d'infrastructures pour pouvoir faciliter la circulation entre ces États-là, mais ce n'est pas encore évident. Aujourd'hui, pour quitter en Côte d'Ivoire, pour aller au Burkina à tout près, vous voyez le temps qu'on peut mettre. J'écoutais le ministre des Transports qui dit que lorsqu'il prend, on prend une chose sous le train, il faut mettre environ 32 heures, ou bien je ne sais pas combien d'heures pour pouvoir arriver simplement au Burkina. Donc, il y a trop de choses à faire pour que notre zone soit viable. Il faut qu'il y ait la mobilité, il faut qu'il y ait une monnaie. Donc ça, c'est encore du domaine des rêves. Qui abandonnait sa monnaie au départ, on pensait à ce que la zone CFA et les autres, d'abord les autres qui ont des monnaies disparates puissent créer une monnaie commune. Il y avait un plan qui avait été établi même et 2015-2020. Et tout cela encore, c'est pas du tout, pour le moment on ne sait pas où on en est, mais ça veut dire qu'on a beaucoup à faire. Notre zone a beaucoup d'atouts, mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a l'insécurité qui devient grandissante dans la zone, il y a le terrorisme qui a gagné du terrain au Mali, au Nigeria. Donc c'est cela, c'est pourquoi le Tchad nous fait les yeux doux. Les gens se disent que pourquoi pas, parce que le Tchad au moins a une armée, au moins point de vue militaire, c'est un État qui est respecté. Donc vous voyez que chaque État peut apporter un plus. Je veux juste qu'on termine par cette question. La presse nigérienne en a parlé. Certains craignent aussi peut-être la domination du Maroc. Un cas tout simple, c'est que lors de la dernière rencontre des chefs d'État au Libéria, le roi ne s'est pas déplacé parce que le premier ministre israélien était là, pour des questions diplomatiques. Alors est-ce que ça ne poserait pas de problème? Question peut-être d'autres politiques. Je crois qu'il n'y a pas lieu de se faire peur. Le Maroc ne vient pas pour absorber tous les pays, pas du tout. Le Maroc vient pour injecter sa dynamique économique dans l'espace. Donc il faut prendre cela comme un atout et tirer ce qui est bon de leur économie. Il faut capter les atouts du Maroc. Il ne faudrait pas voir le Maroc en un envahisseur. Il faut dépasser ce niveau. Parce que quoi qu'il en soit, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vivre en autarcie au plan économique. Ce n'est pas possible. Nous sommes dans un monde ouvert où l'économie doit être dynamique partout dans le monde. Donc vous ne pouvez pas dire que non, moi voilà mon espace, je reste dans mon espace. En ce moment, ne rêvez pas au développement ni à l'émergence. Si vous voulez émerger, vous voulez développer votre pays, vous voulez devenir un pays, je vais dire, développer un pays qui est craint, alors il faut avoir une puissance économique. Et seul, vous ne pouvez pas être assez dynamique. Vous devez être dans un espace. Et même l'espace CEDEAO, on doit aller au-delà. Et le principe de la monnaie unique est acquise. Il est acquis, pardon. Tant qu'on ne met pas d'imagination, on a peur de tout.
On aura peur du Maroc, on aura peur de la France, on aura peur de la Chine, on aura peur de tout. Parce qu'on n'a pas d'imagination, parce qu'on n'a pas de politique, parce qu'on ne cherche pas à tirer profit de notre environnement, parce que nous-mêmes, on ne se projette pas en avant. Donc, évidemment, on sera toujours envahi, on sera toujours englouti. Mais si on a une politique véritable, si on cherche à aider les autres, les jeunes, les entrepreneurs, si on cherche à créer le cadre pour que les PME émergent, évidemment, ces PME vont s'appuyer sur l'expérience des grandes multinationales qui arrivent des autres pays pour pouvoir encore se projeter en avant. C'est une question de volonté politique, c'est une question d'ambition. Il ne s'agit pas de toujours voir l'autre en termes de menaces. Ok. Alors merci à mes deux invités d'avoir échangé avec nous. L'échange a été dynamique. Merci à vous deux. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'on a échangé aujourd'hui sur deux thèmes. Amélioration du climat des affaires en Afrique, quel enjeu? Et au niveau du second thème, nous avons donc parlé de l'intégration. Pourquoi la CEDEAO a-t-il tel temps? Parlant de la demande d'adhésion du Maroc, de la Tunisie et récemment du Tchad. Nous étions avec Francis Taki, journaliste, directeur de publication de l'Éléphant déchaîné, un bi-hebdomadaire ivoirien satirique et d'investigation. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous étions aussi avec Awia Kwaku, il est journaliste économique à Nord-Sud Quotidien, un quotidien d'information générale ivoirien. Merci aussi. Merci, cher frère. Alors, chers téléspectateurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une autre émission d'Ecopresse. Sur ce, bonne suite de programme sur Business 24.